Voilà. Alors, je voudrais qu'on aborde la dernière table ronde sur l'IA. Est-elle un artiste? Et je vais demander à Niels Asiamanov de venir me rejoindre. C'est le fondateur du Cube, Centre de création numérique, et le directeur général de l'EPCC. Sur ce plateau, Mathieu Corde, qui est professeur à la Sorbonne, directeur scientifique de Valeo, le Centre de recherche d'intelligence artificielle. Magali Donat, qui est la locale de l'étape, qui dirige l'école supérieure d'ébénisterie d'Avignon, avec monsieur Jérémy Labouret, qui est l'un des formateurs de cette très belle école d'ébénisterie, puis Tristan Stérin, que j'accueille, qui est entrepreneur et qui est chercheur en informatique, en nanotechnologie de l'ADN. Alors, en fait, c'est un sujet qui a commencé à être abordé tout à l'heure. Vous l'avez noté, on s'interroge beaucoup, l'intelligence artificielle générative, qui produit des images, qui produit de la musique, qui produit du texte. Est-ce qu'on peut réellement parler de création? D'ailleurs, Tristan, je vais m'adresser à vous en premier. Est-ce qu'on crée réellement quand on utilise l'IA? L'invention, la créativité nécessiteront toujours de l'apport humain? C'est la question que je me pose. Je posais de manière un peu caricaturale tout à l'heure le débat en disant, il me semble que les grands créateurs, les grands peintres, les grands philosophes, les grands romanciers ont besoin de souffrir ou d'exposer leur bonheur pour créer. Et tout à l'heure, le pasteur le disait, Tristan, finalement, l'IA ne produit pas de compassion. Donc, si mon raisonnement est bon, la réponse est négative. Alors, merci de m'inviter aujourd'hui pour parler de tout ça. Alors, avant de parler plutôt de créativité dans l'art, parce que je vais prendre votre exemple et je vais essayer de donner des exemples très concrets pour que tout le monde ait un exemple de aujourd'hui ce qu'on peut faire en un clic dans ce domaine. Je voudrais simplement commencer en disant que je pense que c'est une mauvaise année pour dire que l'IA n'est pas capable de créativité quand le prix Nobel de chimie a été décerné, pour la faire rapide, à AlphaFold, qui est une IA qui a résolu un problème majeur dans l'histoire de l'humanité, qui est de savoir comment les protéines se replient. Ça, c'est quelque chose qu'aucun humain n'avait réussi à faire avant. C'est une IA qui l'a fait. Et la même année, une IA qui s'appelle AlphaProof, fait aussi par DeepMind, qui a obtenu la médaille d'argent aux Olympiades internationales de mathématiques. Bon, on connaît généralement plus les JO que les UMO, mais globalement, c'est un peu la même histoire. On prend des gens très, très forts en mathématiques, on leur donne des problèmes très, très durs qui sont neufs, et il faut voir s'ils arrivent à les résoudre. Et l'IA a obtenu une médaille d'argent, qui est quelque chose d'exceptionnel cette année. Donc, voilà, je vais commencer par ce propos liminaire sur la créativité, mais qui est plus scientifique que dans le domaine des arts. Et dans le domaine des arts, ce que je voulais montrer rapidement, c'est que au bout de ses doigts, à l'heure actuelle, on a des machines qui sont capables de générer des images de manière très forte. Ça, j'ai fait ça dans le train tout à l'heure. Voilà. Je voulais avoir mon autoportrait dans le style de Rembrandt. Bon, j'ai demandé plusieurs styles. On voit qu'il m'a mis des lunettes à chaque fois, ce qui est peut-être un peu anachronique. Il est capable de les enlever. Bon, ça, c'était déjà pas mal. Mais ensuite, si on essaie de le titiller sur des références plus précises, bon, bah, il y arrive toujours, puisque ça, c'est moi dans un tableau de Jérôme Bosch. Et sur des références beaucoup plus modernes, ici, Astérix et Obélix, déjà, c'est lui qui m'a proposé de m'appeler Rationnelix, parce que comme je lui parle tous les jours de mathématiques, il s'est dit, bah, tiens, ça serait un bon nom pour toi, ce qui était à propos. Ici, des choses dont on parle beaucoup aujourd'hui, et c'est pour ça que ça a été connu, c'est que c'est capable de reproduire des choses que les jeunes générations aiment beaucoup, dans les mangas, etc., mais qui posent un problème majeur de copyright. Ça ne plaît pas du tout, bien sûr, aux personnes qui font ça à la base. Et dans le système classique des caricatures, il a repris la notion rationnelix pour se moquer de moi. Donc ça, bon, j'ai trouvé ça plutôt, encore une fois, à propos. Donc, bien sûr, ça, c'était un peu le propos de tout à l'heure, c'est que c'est de l'exercice de style. Si on lui dit, bon, mais tout ça, c'est du style qu'on connaît déjà, fais-moi un portrait dans un style complètement nouveau, ce qu'on obtient, bon, bah, c'est pas très intéressant. Et ce qui est très drôle, c'est que dans une nouvelle fenêtre, je lui envoie la photo qu'il vient de générer, je lui dis, mais c'est quoi ce style? Et il me dit que de manière évidente, il s'agit d'une copie de Pablo Picasso ou de Georges Braque, etc. Donc, on n'est pas dans l'innovation, dans la créativité, mais par contre, dans l'exercice de style. Et je pense que c'est important de noter que dans la formation de presque tout artiste, l'exercice de style, c'est quelque chose qui a du sens et que Pablo Picasso lui-même a reproduit d'autres styles avant d'inventer le sien. Des limites majeures,
c'est la capacité à généraliser. Donc ça, c'est un exemple ultra connu, mais qui marche toujours. Je l'ai fait dans le train, encore une fois. Vous lui demandez l'image d'une montre à 10h10, à 18h37. Bon, il vous montre une montre à 10h10 parce que sur Internet, il n'y a que des photos de montres qui sont à 10h10. De la même manière, un piano avec des touches noires, il ne connaît pas. Donc, que des touches blanches, il n'est pas capable de générer. Et donc ça nous montre qu'il y a une barrière quand même, toujours à l'heure actuelle, dans la créativité sur ce genre de système, mais ce n'est pas les seuls. Et tout à l'heure, peut-être, je pourrais parler de musique, où il y a aussi beaucoup On parlera de d'avancées musique parce que je sais que vous êtes un spécialiste aussi de musique. Mais vous avez abordé, je pense, tous les sujets de cette table ronde, le copyright, les styles préexistants. Tristan, j'entends ce que vous dites. Vous demandez un portrait de vous façon tel peintre Picasso, mais en fait, ce sont des styles qui préexistent. Donc, c'est pas vraiment de la création. C'est simplement reproduire quelque chose qui existe. Donc, il y a plusieurs sujets que j'aimerais aborder, peut-être avec vous, Monsieur Azimonov. Et puis, on parlera du copyright aussi. Mais voilà, j'ai posé de manière un peu caricaturale le problème tout à l'heure, j'en suis conscient. Mais l'exemple qu'a pris Tristan Sterrin, c'est juste, en fait, de la copie de styles préexistants. Donc, je repose ma question différemment. Est-ce que l'IA génère ou crée-t-elle réellement de l'art ? Ma première réponse à ça serait de dire que l'IA, avec sa puissance de calcul et tout ce qu'elle permet de faire en termes de corrélation, etc., que l'IA, finalement, la question, c'est pas de créer différemment avec l'IA, c'est de créer des nouvelles manières de créer. Je pense qu'on est dans un changement de paradigme et que c'est plutôt de cette manière-là qu'il faut aborder les choses. Tant qu'on se dit « j'utilise l'IA pour faire mieux ce que je faisais avant », à mon avis, ça donne des choses effectivement qui sont de la reproduction, qui ne sont pas très intéressantes. La question, c'est comment créer des nouvelles manières de créer avec l'IA. Et là, c'est vertigineux. Et c'est la question qui est posée aux artistes aujourd'hui. En tout cas, quoi qu'il arrive, on peut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas une journée sans qu'effectivement, il n'y ait pas une prouesse en termes de créativité qui arrive. Récemment, Le Tellier, prix Goncourt, qui, dans un défi littéraire avec l'IA, dit lui-même à l'arrivée qu'il est absolument bluffé par le résultat et qu'il va falloir monter en gamme, si je puis dire. Récemment, je parlais avec Thierry Murat, qui a fait la première BD avec intelligence artificielle. Il a beaucoup travaillé pour le faire. Là encore, je veux dire, c'est une très belle BD. Et des exemples comme ça, on peut donner pas des dizaines, pas des centaines, mais des milliers. Enfin, aujourd'hui, c'est juste une déferlante, c'est un tsunami. Et en fait, ce qui est intéressant pour l'artiste, c'est que finalement, ça change son statut. L'artiste n'est plus créateur, il est curateur. C'est-à-dire que l'IA propose, l'artiste dispose. On est rentré un peu dans un jeu comme ça et qui change un petit peu la posture de l'artiste. Et je pense que ce glissement est très intéressant et c'est ce qu'on voit aujourd'hui à l'œuvre dans toutes les disciplines artistiques, je crois. C'est justement ce glissement qui s'opère aujourd'hui où il y a une coévolution qui se passe. D'ailleurs, je précise juste qu'elle a toujours existé, cette coévolution. Prenez le parallèle de la musique. Un musicien, il a pu progresser parce qu'il a un bon instrument. Le luthier, il a pu progresser dans sa lutherie parce qu'il a un musicien virtuose qui l'oblige à aller plus loin dans la précision de son instrument. Donc finalement, ça a toujours existé, cette histoire. La seule différence, c'est qu'on est face à des outils qui pensent. Et ça, c'est un changement de paradigme absolu. C'est même une révolution anthropologique, pas que pour la création. Monsieur Corme, on a abordé la question du copyright, et puis ensuite, on va prendre un cas concret, et je poserai la question à Magali sur l'ébénisterie. Il n'y a pas que l'école Boulle dans le monde, il y a aussi des grandes écoles d'ébénisterie à Avignon. La question du copyright est évidemment essentielle. L'exemple de Tristan était très bon. Donc, avant de trancher la question de la création avec l'IA, il y a aujourd'hui celle du copyright. Première chose. Il y a aussi quand même tous ces métiers artistiques qui sont sur le point de disparaître. Je pense par exemple au doublage de films. On parlait de films tout à l'heure. On sait qu'on peut générer des voix qui vont être bien plus percutantes, efficaces, que n'importe lequel, même s'il n'y a pas cette tessiture humaine dans la voix, ou pas tout à fait. Donc, question du copyright, et quand même, parlez-nous d'Obviously,
Parce que ça m'intéresse beaucoup. Vous êtes le cofondateur d'Obviews et il y a une œuvre d'art qui s'est vendue extrêmement cher. Oui, merci. Je commencerai par remercier les organisateurs. C'est extrêmement intéressant cette journée. Oui, copyright, c'est essentiel. Dans les exemples que vous avez donnés aussi, enfin de métiers qui peuvent disparaître quand il y a la traduction. La traduction, Oui, bien sûr, la c'est traduction. quelque chose qui est effectivement une question qui est constamment posée avec ces méthodes qui s'améliorent en permanence. Et donc, en général, on essaie de faire la différence entre tout ce qui est fait de manière un peu automatique. Ça a été dit aussi pendant la journée. ChatGPT donne une réponse moyenne, sympathique, mais quand on veut aller chercher quelque chose de fin, là, à nouveau, l'humain revient et devient beaucoup plus fort en fait dans cette frange-là un peu où on cherche de la complexité, on cherche des différences. Bon, ça a été dit par exemple pour le style, les artistes, ils disent il peut y avoir 3 niveaux de créativité. Le premier, et donc ça, l'IA le fait très bien maintenant, elle combine à partir des choses existantes. Donc, elle combine sur un style donné. Voire le deuxième niveau qui est déjà beaucoup plus fort, elle peut explorer, donc vraiment pousser ce style à fond. Donc d'un artiste, aller chercher des choses que l'artiste certainement n'avait même pas pensé à partir de son style, mais on reste finalement dans une communauté connue, un artiste ou une école d'artistes connus. Et la dernière, c'est vraiment la transformation. Donc là, aller vers quelque chose en rupture, nouveau, complètement différent. Et donc là, c'est cette petite question de savoir si une IA pourra le faire. Après, ça pose la question du statut de l'artiste. C'est quoi un artiste? Je pense que ça rejoint aussi les débats qui avaient lieu. Je pense qu'il y a une notion qui est hyper importante, c'est que si on parle d'artiste, on parle de sentiments, de ressentiments, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on parle d'humain et de communauté humaine. Et on a vu aussi récemment tout un tas d'œuvres créées par des IA, qu'à partir du moment où on sait que c'est une IA, ça ne nous intéresse plus. D'accord? Donc, on veut rester dans quelque chose qui est entre humains parce qu'on va échanger des choses entre nous. Et ce pacte-là, il est extrêmement important. Et j'en veux un exemple. Il y a eu, donc, sur France Culture, une des productrices d'une émission Les Pieds sur Terre, emblématique de cette radio, qui récemment a donné à une IA toutes ses émissions depuis sa création et a demandé à l'IA de générer une nouvelle émission. Donc, en un mot, c'est une émission où c'est quelqu'un, vous, moi, à qui il est arrivé un truc extraordinaire, qui va le raconter. Un quart d'heure, 2 fois, il y a deux intervenants sur une thématique. Vous êtes resté coincé dans une télécabine, vous allez raconter ça, comment on vous a sorti par le toit, etc. Elle passe l'émission, c'est tout fait par IA, et elle dit, après, elle commente, et le commentaire de la productrice et de tous les auditeurs, c'est, en fait, ça ne nous intéresse pas, parce que on sait que en fait, c'est arrivé à personne, ça. C'est pas une histoire vraie. Et donc, le plus important pour la productrice, c'est de dire que le rapport, le pacte qu'il y a entre vous et nous, c'est que les histoires qu'on vous raconte, c'est des histoires vraies, c'est des histoires d'humains. Voilà. Et donc là, on est entre humains. Voilà. Donc, pour aller sur Obviews, Obviews, c'est un trio. Moi, je ne suis pas fondateur du trio, mais j'ai un projet de recherche, Obviews Lab, avec eux. Donc, moi, je suis professeur d'université à Sorbonne. Obviews, c'est un trio d'artistes qui utilisent l'IA, qui s'est fait connaître effectivement parce qu'en 2018, je crois, ils ont, à partir d'IA, les premières IA génératives, et ils ont fait tourner ça. Donc, ils ont créé plein d'images. Et donc, c'est important parce que l'artiste a disposé. C'est exactement ce que vous disiez. C'est-à-dire qu'eux, en tant qu'artistes, ils ont créé, je ne sais pas, peut-être une vingtaine de milliers d'images avec l'IA. Et ils ont choisi celle qui était bien. Et c'est eux qu'on choisit et qu'on dit c'est celle-là qui nous intéresse, c'est celle-là qui est différente, etc. Donc là, ils ont fait ça. Et ils ont été à Christie's, à New York. Et effectivement, voilà, c'est une œuvre qui s'est vendue 432 000. 432 000 euros. Voilà. Et pardonnez-moi, c'est pas une façon de se donner. Ensemble. Attendez, Oui. pardon, c'est pas une façon de se donner bonne conscience de dire que les artistes ont choisi des images précisément pour continuer à entretenir l'idée que la création est humaine. Oui, c'est un média. L'IA, là, elle sert à... Moi, je préfère le terme fabriqué. Alors, il y a le terme anglais, hein, generative AI, qu'on a traduit générer, bon, qui ne veut rien dire. Donc, on dit créer.
fabrique. Et nos traductions, en fait, bon, ça fabrique. Ce que je veux dire, là où il y a la démarche humaine, et c'est vrai pour les prompts, c'est vrai, en fait, on prompt, c'est-à-dire on fait des requêtes. Et à partir des requêtes, on est content ou pas du résultat. Voire on retouche les images. Voilà, moi, dans le labo de recherche que j'ai monté, qui est un projet de recherche soutenu par le gouvernement français, hein, donc c'est de la recherche publique française, c'est important de le dire aussi, il y avait pas mal de chercheurs, de professeurs du public aujourd'hui, je suis très content. L'université française est en peine, mais bon voilà, donc merci pour ça. Et donc, on peut donc du coup voilà, créer non seulement des images ou des vidéos, c'est ça qu'on a dans ce projet, et après, nous, ce qui nous interroge en tant que scientifiques, c'est comment on peut modifier la modalité d'intervention et d'interaction avec l'IA. Alors, je voudrais maintenant donner la parole à Magali Donat et l'un de ses formateurs, Jérémy Labouret. Moi, c'était mon thème de disserte de philo au bac. C'était artiste et artisan. Vous êtes précisément à cette frontière. Vous êtes responsable de l'École supérieure des mines historiques d'Avignon, je le rappelle. Je voulais vous donner la parole en dernier, et puis écouter Monsieur Labouret, parce que précisément, on a expliqué d'une certaine manière voilà, qu'on pouvait créer autrement, même si on a posé la question d'une IA qui génère ou qui crée. Vous êtes dans un métier d'artiste et d'artisan, où le humain, le savoir-faire, on en parlait tout à l'heure, la tradition, le savoir-faire qu'on se repasse de génération en génération semble indépassable. Est-ce que l'arrivée de l'IA dans votre métier d'artiste et d'artisan vous interpelle, vous enthousiasme, vous angoisse? Alors bonjour, déjà merci Philippe et Betty pour l'invitation. Donc effectivement, je ne savais pas quelle question vous alliez me poser, mais c'est ce que j'allais dire, on se situe vraiment entre cette notion d'artiste et d'artisan, puisque l'ébéniste façonne la matière brute grâce à des savoir-faire ancestraux. Je rejoins donc du coup l'activité de la manufacture parce qu'effectivement, on est sur des savoir-faire et c'est ce que les personnes aiment dans nos métiers. Il n'y a qu'à voir aussi le succès de Notre-Dame qui prévoit 15 millions de visiteurs cette année. Et pourquoi ? Parce que c'est la main de l'homme et des hommes et des femmes qui ont pu rénover cette Notre-Dame grâce à leur savoir-faire. Et toutes ces réalisations éveillent tous les sens, en fait. On a parlé, dans l'IA, il n'y a pas d'émotion. Là, on va vraiment avoir le toucher, la vue, et on sait que c'est issu de la main de l'homme. Et c'est ce qui intéresse effectivement les personnes. Donc là, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'IA ? Et donc là, on a anticipé un petit peu le conseil de Anne Bouvreau, puisque nous avons expérimenté. Voilà. On avait des souhaits de modification sur nos programmes pour la rentrée prochaine. On voulait donc changer un de nos meubles par un nouveau meuble pédagogique. Et après avoir fait donc plusieurs réunions, bien sûr, on a travaillé avec les contraintes, les compétences que l'on souhaitait retrouver dans ce meuble-là. Jérémy, donc, à qui je vais passer la parole, qui est très curieux, nous a dit moi, je vais voir avec l'IA, voir ce qu'elle nous propose. Donc, Monsieur Labouret, comment est-ce que l'IA impacte les formations que vous allez dispenser dans les 10 prochaines années ? Alors déjà, bonjour à tous. Surpris d'être là, parce que je ne pensais pas qu'en jouant avec l'IA, petit joueur que je suis, je me retrouverais là aujourd'hui. Alors, comme disait Magali, on est dans un processus de modification du programme et donc création d'un nouveau meuble. Le processus de création, généralement, est long et on n'a pas beaucoup de temps. Donc, en gros, j'ai utilisé l'IA pour ne pas faire ça. Il ne sait pas faire ça, l'IA. C'est pour générer des dizaines et des dizaines d'images juste dans un cadre précis, avec un prompt précis, en fait, que j'ai modifié, j'ai amélioré, pour me générer des images et proposer aux autres formateurs et faire un choix sur des difficultés techniques, des difficultés pédagogiques qu'on pouvait amener aux élèves, sans perdre les points pédagogiques du meuble qu'on enlevait.
Et en fait, à partir de ces petits éléments qu'on a récupérés par-ci, par-là, sur toutes les images qui ont été générées par ChatGPT, on est passé au concret. C'est-à-dire, on est passé à une épure, c'est-à-dire un dessin à échelle 1, sur une autre réflexion. Et là, on a pris des éléments, j'ai pris des éléments pour mettre ça sur le papier. Et une fois que sur le papier, après, on passe à un prototype. L'IA sait très bien les règles de construction d'un meuble. Il connaît les tenons, mortaises, les queues d'aronde, les rainures, l'angate, il connaît tout ça. Mais il ne sait pas comment on fabrique un meuble. Il ne sait même pas si son meuble qu'il propose, quand il m'a proposé des meubles, tient debout. Il y a des hallucinations aussi, et beaucoup. L'IA, il le dit. Je lui ai demandé pourquoi il me proposait ce meuble. Il ne connaît pas la façon de fabriquer un meuble. Il ne connaît pas les contraintes machines. Il connaît un peu les contraintes du bois. Il ne connaît pas les contraintes machines. Il ne connaît pas nos contraintes pédagogiques. Et au final, l'humain est nécessaire. On peut dire il y a l'intelligence artificielle qui essaye de mimer l'intelligence humaine, mais on est très loin de l'intelligence de la main. Donc, nos métiers n'ont pas peur de l'IA aujourd'hui. Mais même si on parle d'un développement exponentiel de l'IA, votre raisonnement, c'est de dire que jamais la main de l'homme ne sera remplacée, même par une intelligence artificielle générative, au 22e siècle, je dis n'importe quoi. Vous voyez, est-ce que quand vous projetez, vous n'êtes pas pris d'hallucination, mais pris de vertige? Oui. Aujourd'hui, l'IA est incapable de ressentir le ciseau, comment les ciseaux rentrent dans le bois. Voilà, en gros, c'est fini, quoi. Alors, Tristan Stellin, je voulais qu'on parle musique, oui, parce que je sais que vous aimez ça. Si j'étais un peu provocateur, et je le suis par essence, je me disais, puisqu'on parlait tout à l'heure de Mozart et du Requiem, qui est demeuré une œuvre inachevée, comme on le sait, puisque le génie est mort avant, si Salieri avait connu l'intelligence artificielle, est-ce qu'il aurait achevé le Requiem de Mozart? Alors, excusez-moi, est-ce que je peux juste vous reprendre le beat? Merci. Oui, j'aime beaucoup cette question parce que moi, elle connecte avec un peu un fantasme d'enfance et on dit toujours, voilà, Mozart est mort à 35 ans. Qu'est-ce qu'il aurait pu composer si jamais il était mort même à 36? Peut-être on aurait 4 opéras de plus. Mais par rapport à ça, c'est exactement en lien avec ce que vous disiez, c'est les différentes étapes de la créativité. Tout ça, c'était de l'exercice de style. Mais après, il y a l'idée de l'exploration. C'est qu'un compositeur, on peut dire qu'en un sens, il pose les jalons d'un espace créatif en musique, un langage harmonique, etc. Oups. Et donc, l'IA a une capacité très importante à pouvoir explorer cet espace a posteriori. Ici, l'exemple, c'est généré à partir de Chopin, c'est très récent, ça date du mois dernier. Et les seuls mots qui ont été donnés à l'IA, c'est romantique, Chopin, clavier. Voilà. Donc, je vous laisse apprécier si ça démarre. Oups. Je touche plus. Voilà. Donc, j'ai mis un petit QR code. Vous pouvez voir tous leurs résultats et tout ce que vous avez généré. Mais là, on est exactement dans l'exploration d'un espace créatif pour moi. Et je pense que c'est tout à fait envisageable de pouvoir proposer un 7e concerto brandebourgeois. On dit que c'est une œuvre originale, que c'est du Chopin. On dit quoi? Non, on est transparent. On dit que ça a été généré à partir de ce que Chopin a créé. Et ça nous présente un point nouveau dans l'espace musical. Donc, je reviens à ma question que je vous pose à tous. Est-ce que générer, c'est très joli ce qu'on a entendu. Romantisme, Chopin, bon, c'est très joli. Est-ce que générer, c'est créer? Mais la réponse, c'est un point d'interrogation. Si on prend le modèle, on a 3 étapes de la créativité. Voilà, de l'exercice de style, ce qu'on a vu avant, l'exploration d'un style existant. Maintenant, la création de quelque chose, une forme nouvelle.
Déjà, je trouve ça passionnant ce que vous avez montré avec cette idée de rentrer dans un dialogue avec l'IA, avec tous ces exemples de meubles. Je pense que la réponse, pour l'instant, on ne l'a pas exactement, mais que c'est un point d'interrogation qui, dans les 10 prochaines années, va nous surprendre. Niels, sur cette question précisément, générer ou créer, tout à l'heure, monsieur le pasteur le disait, il disait, bon, l'IA, c'est très bien pour s'appuyer sur le passé. Bon, ben oui, on génère quelque chose à partir de mots-clés qui vous rendent un résultat, mais l'intelligence artificielle ne peut pas prévoir l'avenir. Donc, ça veut dire qu'en réalité, l'intelligence artificielle peut-elle proposer des styles nouveaux en musique, en peinture ou en littérature? Alors, merci pour la question, parce que ça me permet justement de mettre une petite brèche dans ouvrir une petite fenêtre dans ce qui a déjà été dit, qui est que pour l'instant, on a parlé de formes de disciplines artistiques qui utilisent l'intelligence artificielle, mais en restant dans leur discipline. Or, il y a des disciplines nouvelles qui sont en train d'apparaître, qui n'auraient pas pu exister. Alors, je vais y venir, mais qui n'auraient pas pu exister sans l'apport du numérique et de l'intelligence artificielle, à savoir ce qu'on appelle par exemple les arts numériques, qui est une émergence aujourd'hui dans le monde entier. Rien qu'au Cube, on en a produit plus de 500 œuvres d'art numérique. On a exposé plus de 5000 artistes de la scène internationale des arts numériques. Aujourd'hui, ça explose. Et notamment avec l'arrivée de l'IA et le fait que de manière exponentielle, elle permet d'aller plus loin. Alors, je vais essayer de vous dire en quoi ça change la création. Et là où je suis un peu embêté, c'est que je ne peux pas vous donner d'exemple parce que par définition, l'art numérique, c'est un art interactif. Donc, voilà. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à l'intelligence artificielle, on peut prendre une œuvre, qu'elle soit immatérielle ou matérielle, elle peut être physique. Grâce à l'intelligence artificielle, cette œuvre, dotée de capteurs, peut voir, peut entendre, peut analyser, peut prendre des données de stock ou des données de flux. Et avec tout ça, elle génère une œuvre. C'est très différent de ce qu'on vient de voir avec la musique. Là, on est dans le temps réel, c'est-à-dire qu'en temps réel, l'œuvre vous regarde. Avec la reconnaissance faciale, elle voit si vous êtes en train de rigoler, si vous faites la gueule, si vous intéressez à elle, si vous bougez, etc., etc. Les sciences cognitives, les sciences comportementales, etc., sont à fond sur ces domaines-là. Il y a beaucoup d'artistes qui travaillent avec des labos dans de neurosciences, notamment, je pourrais en citer beaucoup. Et cet art de l'interactivité a quelque chose de très, très nouveau, c'est que c'est un art de la relation. C'est-à-dire que la qualité de l'œuvre, ce n'est pas l'objet final, puisqu'il se génère en flux en fonction de vos interactions. La qualité de l'œuvre, c'est la qualité de la relation qu'il vous permet de vivre avec l'œuvre. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument nouveau dans l'histoire de l'art. Donc l'art numérique est interactif et par définition une œuvre inachevée. Oui, absolument. C'est une œuvre de flux. Et on passe de l'œuvre objet unique, séquentiel, œuvre de rareté, à une œuvre de flux, où d'ailleurs, sur le plan juridique très intéressant, le spectateur devient un élément constitutif de la génération de l'œuvre, puisqu'on est dans l'interaction. Donc, quelque part, il est presque co-auteur, entre guilles, de l'œuvre. Et donc, à qui appartient l'œuvre numérique? Alors, l'œuvre appartient évidemment à celui qui a écrit le prompt. N'oublions pas ce qui a été dit tout à l'heure, à savoir que c'est celui qui écrit le prompt, c'est celui qui donne les consignes à l'IA, qui écrit le code, qui est l'artiste. Mais l'art du prompt est un art qui est en train aussi d'émerger. C'est une nouvelle compétence, un nouveau métier qui est en train d'arriver. Mais je reviens juste sur ce que je disais. La grande rupture dans la création, c'est que l'objet devient sujet. L'objet devient sujet, parce qu'à partir du moment où vous mettez une IA dans une œuvre, qui est capable d'instruire une relation avec vous, eh bien, on est dans quelque chose qui est relationnel et qui devient un sujet. Et même dans le design, et je terminerai avec ça, même dans le design, c'est un vrai sujet, même pour les objets physiques. On avait interrogé Philippe Stark il y a quelques années en lui disant « Le futur du design, pour vous, c'est quoi ?» Il avait répondu « On va passer du beau au bon. On va passer du beau qui est un concept culturel au bon qui est un concept humaniste. » Vous voyez le renversement? On disait l'IA n'a pas d'empathie, etc., etc. Oui, je souscris. Mais néanmoins, grâce à l'IA, on va passer du beau au bon, c'est-à-dire que c'est l'art de la relation qui va se développer grâce à l'IA. Monsieur Corde, sur le même sujet, vous paraissiez un peu troublé. Non, je voulais juste ajouter que c'est quand on dit l'œuvre appartient à celui qui fait le prompt, je mettrai une nuance. La problématique de copyright
fait que, en fait, ces machines, elles sont entraînées avec des données. Ces données, si c'est des images d'artistes, elles leur appartiennent. Donc, sur ces images, il y a des droits. Donc, ces algorithmes sont entraînés sur ces images sans demander les droits. Après, ils vont, en fonction d'un prompt, faire des images à la mode de... Bon, Picasso, c'est pas un problème, mais d'artistes, il y a eu là Miyazaki la semaine dernière. On peut s'opposer. Il y a eu le son aussi d'actrices qui ont été prises. Bon, bref, on peut dire non. Ça leur appartient et ça a été utilisé pour entraîner. Donc, ce que je veux juste dire, c'est qu'il y a aussi la machine elle-même qui a des paramètres et qui appartiennent pas forcément juste aux producteurs de la machine, au OpenAI, par exemple. D'accord ? Madame Donat, je voulais Ça, vous c'est poser... important. Pardon, allez-y. Et juste pour rebondir aussi donc sur quand même après le geste, hein, on dispose La main. donc l'artiste, la main, il y a le prompt, mais une fois encore, il y a des résultats, on peut reprompter, s'adapter ou prompter plein de choses, faire plein de dessins, et quand même à un moment, c'est l'humain qui sélectionne quel est peut-être le meilleur schéma et qui avance avec ça, donc l'humain est dans la boucle de création à tout moment. Voilà. Et enfin, juste pour apporter peut-être un point de désaccord avec Tristan sur ce point d'interrogation, je pense que si on pose en préalable que l'art, c'est entre humains, à ce moment-là, on peut répondre au point d'interrogation en disant non, parce que cet objet-là n'a pas d'intention. Donc, à partir du moment où il n'y a pas une intention d'un humain de parler, d'échanger, de partager quelque chose, le pasteur en parlait aussi, à ce moment-là, on peut considérer que ce n'est pas une œuvre d'art. Madame Donat, je voulais vous poser une question, parce que tout à l'heure, M. Labouret a bien insisté sur le fait que jamais l'IA ne remplacera la main. Mais en revanche, quand vous réhabilitez, vous rénovez un meuble d'un grand ébéniste du siècle passé, est-ce que l'IA ne peut pas être d'un secours intéressant précisément parce que cette IA va vous collectionner l'ensemble de ce qui a été fait par cet artiste ou cet artisan, va vous inspirer sur la meilleure façon, peut-être, de rénover un meuble d'art d'ébénisterie? Alors, oui, certainement. Quoi qu'il en soit, l'IA est un outil finalement supplémentaire, je trouve, dans la boîte à outils de l'artisan ou de l'artiste. Donc, elle va pouvoir documenter sur, par exemple, une personne aussi qui n'est pas très forte en histoire de l'art. Et effectivement, amener beaucoup d'informations, mais le travail final, c'est quand même l'artisan ou l'artiste qui va le réaliser. En Et tout ça cas, peut vous faire aujourd'hui, gagner un temps ça considérable. peut faire gagner du temps. Considérable. Ah oui, considérable, c'est sûr. Nous, on y pense aussi justement pour les cours d'histoire de l'art. Voilà, on va poursuivre quand même l'expérimentation sur d'autres sujets que la génération d'images pour des meubles. C'est un outil qui peut faciliter, qui peut aider dans le processus créatif, mais au bout de la chaîne, il reste quand même la main. Tristan, peut-être avant que chacun d'entre vous donne un petit mot de conclusion et qu'on écoute la conclusion finale d'Anne Bouvreau. Tout à l'heure, on parlait de fake news, on parlait de deepfake, et on parlait de biais idéologiques sur certaines données quand on interroge une IA sur un sujet d'actualité ou autre. Mais précisément, est-ce que moi, en tant qu'être humain, quand j'écoute la mélodie que vous avez produite tout à l'heure, à partir des deux mots-clés Chopin et romantisme... Oui, c'est pas moi qui l'ai produit. Non, très bien. Mais est-ce que moi, je ne suis pas en phase de manipulation? Parce que précisément, j'ai trouvé ça très joli, très romantique, très Chopin, et qu'en fait, c'est pas du tout du Chopin. Donc, il y a des fake news vidéo, écrites, générées par des applications qui, suivant le biais idéologique de leur créateur ou de leur vendeur, me manipulent, mais de la même manière. Je vais être pris au piège de la génération d'œuvres d'art. Oui, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de manipulation parce que la transparence prévalait, mais c'est un point très important. Il y a, par exemple, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, il y a beaucoup de cafés où vous entendez une musique qui vous semble très familière et en fait,
Jusqu'à présent, il s'agit en fait d'une cover, donc une reproduction d'une musique existante, parce qu'on n'a pas besoin de payer de Il droits. y a les droits d'auteur à la SACEM en Exactement. France. Ouais. Voilà. Et mais maintenant, il y a des sociétés qui génèrent des covers par intelligence artificielle. Donc là, je suis d'accord que la question de la manipulation se pose. Vous êtes dans le café, vous reconnaissez. Maintenant, vous allez même penser que c'est des humains qui l'ont fait. En fait, pas du tout. C'est juste une stratégie d'évasion, enfin un peu comme de l'évasion fiscale, quoi. Voilà. Voilà, un petit mot de conclusion peut-être très rapidement, parce que là on respecte le timing de manière exemplaire. Alors, deux micro-mots. Le premier, juste pour vous dire que si je vous conseille un livre voilà, qui peut-être vous intéressera, mais moi, ça a été vraiment une belle découverte. Ça s'appelle Le Code de la créativité. C'est le sujet. Le Code de la créativité de Dussautois, Marcus Dussautois. Et en fait, c'est un mathématicien qui est un genre de Medalfield, voilà, qui est assez connu aux États-Unis et qui a fait un livre qui à un moment s'est posé la question de savoir est-ce que l'IA est créative. Je vous conseille ce livre, il est absolument remarquable. Et sinon, ce que je voulais, conclusion, moi, je voulais juste dire que quelque part, l'IA, elle n'est que le reflet de nous-mêmes. Elle a des biais, mais on a des biais cognitifs, etc. Et quelque part, l'IA va nous apprendre à progresser sur nous-mêmes. On va finalement, grâce à elle, être face à ce miroir et comprendre où sont nos limites, où sont nos potentialités. Et je pense que c'est, d'un point de vue anthropologique, quelque chose d'assez merveilleux qui nous arrive. Monsieur Corde, très rapidement, et puis ensuite Magali, Monsieur Labouré. Allez-y. Ouais, voilà. Oui, tout à fait. Et pour rebondir sur avec Obvious, la dernière œuvre qu'on a faite ensemble, en fait, c'est un Augmented Gastronomie, c'est-à-dire on a généré des images qui étaient des plats d'exception, on va dire. On en a fait une vingtaine. Et après, on a proposé à un grand chef, 2 étoiles, d'en sélectionner une partie et de les faire. Et donc, en fait, ça change la façon, c'est la première fois peut-être que pour faire un plat, on commence par voir un résultat qui n'est évidemment pas le plat lui-même, puisqu'il ne l'a pas encore fait. Et l'enjeu pour lui, c'était de réaliser un plat qui, visuellement, après, si on prenait une photo du plat réalisé, ressemblait vraiment à la photo. Et il a dit que mentalement, ça avait été un challenge extrêmement intéressant, parce que quand il réfléchit à des nouvelles recettes, bah, il pense ingrédients, il pense odeur, etc. Il a tout ça. Et là, en fait, il a d'abord un visuel de quelque chose qui n'existe pas, puisqu'il va le fabriquer lui-même. Madame Donat et Monsieur Labouré. Mais pour ajouter quelque chose, je reviens sur l'exemple de Notre-Dame quand même qui émerveille et je reprends ce que vous disiez sur le partage en fait et la connexion et je crois que c'est ce que l'art quand même amène jusqu'à aujourd'hui et cet émerveillement, la fierté aussi que l'on peut avoir devant une œuvre qui a été réalisée par la main des hommes. Je ne suis pas sûre aujourd'hui qu'on retrouve la même chose avec une œuvre réalisée par l'IA, mais l'avenir nous le dira. Et moi, je vais répondre dans un cadre de l'école. L'IA peut amener on peut amener l'IA dans le processus de création, notamment pour les meubles de fin d'année. Mais c'est qu'un outil. J'irais juste pour dire à la fin que les stagiaires une partie de nos stagiaires est en reconversion, et reconversion pour toucher quelque chose, revenir au concret, revenir au manuel. Je ne sais pas si leur proposer l'IA soit la bonne solution. Voilà, je voudrais vous remercier très chaleureusement tous les 5, on vous applaudisse. Je voudrais, moi, à titre personnel, remercier Betty et Philippe Camus pour la confiance qui m'honore d'avoir animé ces premières rencontres scientifiques ici à l'Île-sur-la-Sorgue. Je passe la parole à Philippe Camus qui ensuite conclura avec Madame Bouvreau. Merci beaucoup, Philippe.